Alors, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend ? Je vais essayer d'être à la hauteur du dernier orateur et d'être assez dynamique pour vous maintenir éveillés. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une systématique revue qui a été réalisée dans le cadre d'une thèse de DES que j'ai encadrée, qui portait sur l'évaluation pharmaco-économique des activités de pharmacie clinique. Donc, je vais commencer... Je n'ai aucun lien d'intérêt, évidemment. Je vais commencer par vous dresser un petit panorama du contexte que vous connaissez, évidemment. Donc, la maîtrise des dépenses de santé, c'est un enjeu qui est mondial, qui n'est pas spécifique à la France, vous le savez. Donc, la dépense courante en santé concerne une part de plus en plus importante des ressources des pays qui se traduit par le PIB. Et vous voyez qu'en France, c'est 11% de notre PIB et que la consommation de soins et de biens médicaux correspond à peu près à 3 000 € par habitant. Donc ça, c'était les chiffres 2016. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est ces deux petits graphiques que je vous ai mis. Donc vous savez qu'il y a une succession de mesures de maîtrise budgétaire qui ont été prises. Et on voit qu'au cours des années 2000, on a réussi à diminuer le taux d'évolution de la consommation de soins, que ce soit sur le secteur de l'hôpital ou sur le secteur de la ville. Néanmoins, vous voyez que le taux de croissance est toujours positif. On est sur ces deux secteurs aux alentours de 2 à 3%. Alors, la iatrogénie médicamenteuse, dans tout ça, vous le savez, elle pèse lourdement sur ces dépenses liées aux produits de santé. Donc, on sait d'après les études ENEIS que le médicament, c'est la deuxième cause d'événements indésirables graves liés aux soins et que ces EIG, ils vont concerner entre 20 à 60% des patients qui sont hospitalisés, ce qui est énorme. On sait également, d'après deux études, que tout grade de sévérité confondu, un événement indésirable médicamenteux, c'est à peu près 3 000 à 5 000 €. Le deuxième volet, c'est l'adhésion médicamenteuse, un autre cheval de bataille encore. Là, on sait d'après un rapport de l'IGAS qu'il y a à peu près un médicament sur deux qui n'est pas pris conformément à la prescription. On sait également que cela génère en France aux alentours de 7 milliards d'euros qui partent en fumée. Alors, suite à ce constat, évidemment, il faut optimiser ces coûts de prise en charge médicamenteuse. Et parmi les leviers que l'on a proposés, se positionne la pharmacie clinique qui apparaît aujourd'hui un levier incontournable en matière de sécurité. En tout cas, il y a de nombreuses études françaises, internationales qui l'ont prouvé. Ils ont reconnu que ce pharmacien, au-delà de son activité de dispensation, était capable également, au travers de l'ensemble de ses activités, d'entrer en contact avec les différents autres personnels soignants, de créer de la collaboration et tout ça au service du patient avec une réduction des erreurs médicamenteuses évitables. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ces activités pourraient représenter un levier économique rentable ? D'où la genèse de notre démarche. Donc, le thésard qui a réalisé cette étude, c'est Danit Hock, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, il a soutenu sa thèse en octobre 2017. Et donc, l'idée, c'était d'obtenir des données récentes. Donc, l'idée, c'était de savoir, est-ce qu'il existe aujourd'hui un bon niveau de preuve international qui montre qu'il y a un impact pharmaco-économique, on l'espère favorable, de ces activités de pharmacie clinique en établissement de santé. Et la période que nous avons sélectionnée, c'était 2011 jusqu'à 2016. Donc nous avons réalisé une recherche sur PubMed à partir de mots-clés classiques sur la pharmacie clinique et sur les évaluations pharmaco-économiques. Donc il y a 233 études qui sont sorties sous forme de titres et de résumés. Nous en avons exclu 187 car nous ne retenions pas les articles méthodologiques ou les systématiques revues ou les méta-analyses. Nous n'avons pas retenu les études où il n'y avait pas de pharmacien hospitalier, vu que c'était dans le cadre d'une thèse de DES, donc hospitalière. Nous n'avons pas retenu les études où il n'y avait pas d'évaluation économique.
et les études où il n'y avait pas le texte intégral qui était disponible, au moins en anglais, à défaut de l'avoir en français. Donc au final, on s'est retrouvé avec 46 textes intégraux qu'on a repassés en revue pour vérifier que le titre correspondait au contenu. Et là encore, on a eu 15 exclusions pour les mêmes motifs que précédemment. Et enfin, nous avons retenu 31 articles originaux qui ont permis de réaliser cette systématique revue. Alors, nous avons ensuite caractérisé ces études. Donc, ici, vous voyez, il y a un volet clinique et nous avons ensuite caractérisé le volet économique. Sur le volet clinique, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait à peu près une étude sur 4 qui était une étude d'essai clinique contrôlé randomisé. Autrement dit, le gold standard en matière de recherche clinique. Au niveau de la localisation, sans trop de surprise, on a vu qu'à peu près la moitié des études étaient faites aux États-Unis. Mais on a vu également qu'il y a 40% de ces études qui ont été réalisées en Europe. Donc on voit que l'Europe se met à produire ce type d'études. Au niveau du type d'établissement de santé, là aussi sans surprise, majoritairement, pour les 2/3 de ces études, ce sont des hôpitaux. Mais on a également des cliniques et des centres médicaux, et on a tout à fait à la marge des EHPAD. En termes de type d'intervention, donc vous voyez, ce sont les interventions classiques que l'on retrouve. Donc majoritairement, les interventions portées sur la conciliation médicamenteuse et le bilan de médication pour 1/3 de ces études. L'éducation thérapeutique ou des programmes spécifiques tournés vers l'antibiothérapie, par exemple, ou les anticoagulants. Et enfin, quelques études sur le suivi thérapeutique. Et donc, il y avait un nombre médian de patients inclus dans ces études qui portait, vous le voyez, sur à peu près 400 patients. Donc, c'était quand même des études assez conséquentes. Pour la partie économique. Alors, pour la partie économique, donc là, vous retrouvez les différents types classiques aussi d'études pharmacoéconomiques. La première étude qui ressort, pour 1/3 de ces études, c'est l'étude coût-utilité, avec une expression en quali. Ensuite, il y a des études coût-efficacité et coût-conséquence. Et là, on a vu qu'au niveau de l'affichage, les auteurs parlaient uniquement d'études coût-efficacité, alors qu'en réalité, il s'agissait de coût-conséquence, donc on a dû les reclasser, parce que ça ne correspondait pas à ce qui était affiché. Ensuite, il y avait des analyses de coûts qui étaient inclassables, parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères. Il y avait uniquement du coût, mais ce n'était pas de l'impact budgétaire. Il y avait ensuite à la marge des analyses coûts-bénéfices et des analyses de minimisation de coûts. Donc au niveau des points phares de la méthodologie de ces études, la perspective qui a été adoptée majoritairement, c'était la perspective de l'établissement de santé, mais également la perspective de l'assurance maladie. Mais ça, ce n'était pas non plus très surprenant. Il y a une seule étude qui a retenu la perspective sociétale, qui est aujourd'hui la perspective qui est recommandée par le guide HAS. Donc ça aussi, c'était assez intéressant. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait au final peu d'études, enfin 40% des études, qui avaient un horizon temporel supérieur à 1 an. Donc la plupart du temps, c'est des études très très courtes sur 1 mois ou quelques semaines. Il y avait 1/3 des études qui avaient une courbe d'acceptabilité qui permet l'interprétation de ce type d'études. Et 90% des études donnaient des conclusions favorables. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc ensuite, nous sommes intéressés en fait à la conformité de ces études vis-à-vis d'un référentiel que vous connaissez peut-être, qui est le référentiel du CHEERS. Donc ce référentiel, en fait, il est diffusé par la Société savante internationale de l'e-sport et il a été mis au point par le groupe Equator. Donc ça se présente sous forme d'une checklist avec une 50aine d'items. Donc nous avons essayé de regarder la conformité de 2 manières. La première manière, c'était juste de vérifier s'il y avait ou non l'item dans l'étude. D'accord ? Donc, si l'item était présent, on cotait 1. S'il était absent, on comptait 0. Et à la fin, on s'est débrouillé pour avoir, sans faire de pondération, on a fait le score sur 100 points pour avoir une façon plus facile d'interpréter le score et pour pouvoir le comparer au deuxième. Donc vous voyez que sur ce premier score de conformité, présence ou absence,
on voit que globalement, on a plutôt des bons résultats, si ce n'est qu'on voit qu'il y a quand même une variabilité. On a entre 40% jusqu'à 100% des items qui sont présents dans ces études et un score médian de 82. Puis, on s'est intéressé à la pertinence méthodologique de ces études. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande variabilité. Donc, vous voyez, le score, il a été calculé de la même manière que le premier. Donc, vous avez une variabilité entre 10 à 100 points. Et on se rend compte que c'est là où le bas blesse, avec un score médian à 68, il y a un certain nombre de défaillances méthodologiques. Donc nous... Oui, ne vous inquiétez pas, c'est fini. Donc voilà les items du TIRS qui sont ressortis et qui portaient le plus de problèmes. Donc des items très méthodaux, hétérogénéité, incertitude, horizon temporel, hypothèse, perspective, choix du modèle. Donc au final, cette revue montre, tout comme l'avaient fait précédemment d'autres revues de la littérature, qu'il y a une faible qualité méthodologique des études qui sont actuellement publiées sur cette thématique. Au final, donc, l'exploitation de ces résultats par les décideurs est donc compromise. Il y a une nécessité aujourd'hui de former aux bonnes pratiques en économie de la santé dans nos disciplines et spécifiquement en pharmacie clinique. Donc, de s'appuyer sur des checklists comme le TIRS, il y a un guide de l'HS qui est publié depuis 2011 et d'autres guides également. Et donc, la nécessité de réaliser de nouvelles études sur la thématique pour avoir un niveau de preuve amélioré. Et je vous remercie pour votre attention.